Quel est le pire désastre maritime survenu en temps de paix? Ce n'est pas le naufrage du Titanic, mais la catastrophe du malheureux Donia Paz, qui, juste avant Noël 1987, appareillait vers l'horreur, faisant vraisemblablement 4000 victimes, la plupart brûlées vives. Comment un ferry traversant des eaux calmes a-t-il pu connaître une fin aussi tragique que celle du Titanic? Les ferryboats comme le Donia Paz font partie des modes de transport les plus économiques et les plus populaires aux Philippines, un pays composé de quelques 7000 îles dans le sud-est asiatique. Nous sommes en 1987, 5 jours avant Noël. Des centaines de passagers embarquent à bord du Donia Paz pour une traversée de 24 heures qui les mènera de l'île de Leyte à Manille, la capitale. Le Donia Paz est autorisé à accueillir un maximum de 1518 passagers. Mais la nuit du drame, des survivants ont estimé qu'ils étaient plus de 4000 à bord. Jusqu'à 4 personnes s'entassaient sur la même couchette et des centaines de gens s'agglutinaient sur les 3 ponts que comptait le navire. Luzgardo Nieto, un soldat mitrailleur qui a survécu à de nombreux combats dans les provinces philippines, partait ce jour-là rejoindre sa famille à Manille. Le bateau était si rempli, déclara-t-il, qu'il penchait d'un côté. Bago ako sumakay ng barko, bago ako makyat, talagang napansin ko. Avant même d'embarquer, j'avais remarqué qu'il était incliné. Sabi ko nga sa sarili ko. Je me suis dit qu'il devait être très lourdement chargé. Mais c'était inévitable puisqu'on approchait des fêtes de Noël. Il donnait vraiment de la bande. À l'intérieur, il n'y avait plus de place pour passer. Parmi les jeunes qui ont embarqué sur le Donia Paz, on compte de nombreuses familles avec de jeunes enfants. Aloudia Baksal, qui n'a alors que 18 ans, se réjouit de cette traversée. Elle a préféré manquer la fête de Noël à son école pour rejoindre son père et passer avec lui le réveillon dans la capitale. Mais après quelques minutes à bord, elle comprend que le voyage sera tout sauf idyllique. Il y avait plein de monde. On aurait dit une vraie fourmilière. On était tellement nombreux. Les gens commençaient à s'énerver. Les enfants pleuraient. L'atmosphère était tendue et bruyante. Il y avait une famille à côté de moi. Je me suis fait du souci pour les enfants. Ils étaient tous entassés sur une seule couchette, avec les bagages autour. Les passagers ne pouvaient pas dormir, parce qu'il n'y avait nulle part où s'allonger, et à peine de la place pour s'asseoir. Le père d'Aloudia, Salvador, un pêcheur de 43 ans, donne l'ordre à sa fille de ne quitter sous aucun prétexte la seule couchette qu'ils ont réussi à trouver. Tandis qu'elle reste à garder leurs affaires, il part à bord en quête de nourriture. Au restaurant du ferry, la situation est encore plus chaotique. C'était une pagaille indescriptible. Tout le monde se bousculait pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Tous ceux qui étaient vieux ou faibles, ou qui avaient du mal à marcher, sont repartis sans nourriture. Ils n'avaient pas le choix. C'était la pagaille. Ce jour-là, le Donia Paz a une liste officielle de 1493 passagers, dont 59 membres d'équipage. Mais cette liste n'a sans doute pas inclus les 1000 enfants en dessous de 4 ans et les centaines de passagers qui ont payé leur billet après l'embarquement. Pedro Sorema n'a que 17 ans à l'époque. Il est monté à bord sans ticket. Ils n'ont pas compté tous les passagers. La foule ne cessait d'augmenter.
Au début, ils ont demandé de présenter les billets pour accéder à bord. Mais un peu plus tard, ils n'ont pas pu empêcher que n'importe qui embarque. Plein de monde est monté à bord sans payer. Comme pour une multitude d'autres passagers, le nom de Pedro Sorima n'apparaît pas sur le manifeste du navire. Pas plus que dans la liste des passagers, parmi lesquels figurent des unités de policiers et de militaires philippins partis passer les fêtes en famille. Ils sont ainsi montés par centaines, certains d'entre eux en uniforme, l'arme à la main. Luzgardo Nieto en faisait partie. Il y avait beaucoup de soldats à bord. Tous rejoignaient leur famille pour fêter Noël à la maison. J'estime qu'1 millier de nos soldats a péri dans cette catastrophe. Tout un bataillon. Il y avait énormément de soldats à bord. Je le sais parce qu'ils étaient tous en uniforme. Ils déambulaient avec leurs fusils entre les mains. Ils étaient très nombreux. On pense que plus de 4000 passagers ont embarqué sur le Doña Paz. Le bateau avance au rythme régulier de 26 km/h. Les passagers s'apprêtent à passer la nuit tant bien que mal. Le Doña Paz a prévu d'arriver à Manille le lendemain matin. À bord, nul ne se doute qu'un autre navire leur arrive droit dessus. Et ce n'est pas n'importe quel type de navire, c'est un pétrolier, chargé de plus de 8000 barils de pétrole. Cinq jours avant Noël 1987, le Doña Paz vient grossir la liste des victimes des catastrophes maritimes, avec un drame plus meurtrier que le naufrage du Titanic. Le Doña Paz est autorisé à transporter un maximum de 1518 passagers. Mais des survivants prétendent que la nuit de l'accident, il en transportait sans doute plus de 4000, entassés sur les 3 ponts. Il est 22 heures. Le bateau doit accoster à Manille au petit matin. La plupart des passagers s'assoupissent et s'endorment. Mais un autre navire, le MT Vector, fonce droit sur eux. À bord du Doña Paz, avec sa fille Aludia, Salvador Baxal voit le navire arriver. J'étais parti faire un petit besoin sur le pont. J'ai remarqué tout de suite l'autre bateau. Dans l'obscurité, j'ai pensé que c'était un chalutier, parce qu'il avait l'air petit, avec plein de lumière. Mais j'ai trouvé qu'il se rapprochait trop du Doña Paz. Je me suis dit, il va nous rentrer dedans. Trois amis, Almario Balanay, Generoso Batola et Maurice Apura, ont décidé de dormir sur le pont à la Belle Étoile. Comme on n'avait pas trouvé de couchette, on s'est rabattu sur le pont. C'est là qu'on a passé la journée et la soirée. On venait juste de s'étendre par terre. Et à peine 5 minutes plus tard, on a entendu un grand fracas et ressenti un choc énorme. J'ai entendu un bruit énorme, comme un coup de tonnerre. Je me suis levé d'un coup. Sans le moindre signe d'alerte,
ni aucune intervention de l'équipage, le Donia Paz vient de se faire éperonner par le MT Vector. À l'intérieur, c'est la panique, mais on ignore encore que le bâtiment qui vient de les percuter n'est pas un navire ordinaire. Le MT Vector est un pétrolier transportant 8000 barils d'essence et de kérosène. Sa proue vient d'enfoncer la porte d'accès gauche du Donia Paz, pile à l'aplomb de la salle des machines et des tableaux de distribution électrique. La collision brise les moteurs et provoque un court-circuit qui plonge le bateau dans l'obscurité totale. Le soldat Luzgardo Nieto se trouvait sur le pont supérieur quand l'accident est arrivé. On a entendu un fracas métallique. Puis ça a été le blackout complet. Plus de lumière. J'ai regardé vers la droite du Donia Paz. Le bout arrière de notre ferry était en feu. Ensuite, j'ai entendu une explosion provenant de la salle des machines. Je me suis frotté les yeux. Je pensais que j'étais en train de rêver. J'ai couru de l'autre côté et j'ai vu un bateau plus petit qui brûlait. On a couru de l'autre côté du ferry pour voir ce qui se passait. Et il y avait ce navire en feu. Le feu envahit le Donia Paz. En quelques secondes, c'est l'enfer. Des nuées de passagers en proie à la panique se ruent dans les couloirs plongés dans l'obscurité. Des témoins disent avoir vu d'innombrables personnes choisir à tort de descendre vers les ponts inférieurs du ferry, pensant ainsi échapper aux flammes et aux fumées toxiques. Quittant leur cabine sous le coup de la peur, ils ont signé leur arrêt de mort. C'était une panique indescriptible. Les gens tournaient dans tous les sens en essayant de se retrouver les uns les autres. J'étais désolé pour eux. Tous ces pauvres gens dont une grande majorité allait mourir cette nuit-là. Tandis que des passagers sont prisonniers des flammes à l'intérieur, des centaines d'autres sur les ponts sautent par-dessus bord. J'ai couru vers ma fille Aloudia et je lui ai dit qu'il y avait le feu. Elle a sauté de notre couchette et s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé de rester calme. On allait sauter, nous aussi. Il était trop tard pour espérer trouver un gilet de sauvetage. Tout était enfumé et il faisait très sombre. Je n'arrivais plus à respirer dans cette fumée très épaisse, noire et âcre. J'ai senti que j'allais mourir. J'ai vu papa se tenir prêt à sauter. Je me suis accrochée à son épaule. Il m'a regardée et m'a dit « Tiens bon, on va sauter ». Ils ignorent que le Donia Paz est entré en collision avec un pétrolier transportant une cargaison mortelle de kérosène, de diesel et d'essence, et que la mer dans laquelle ils viennent de sauter est en feu.
Je me suis dit qu'on venait de plonger dans un vrai enfer. Du feu sur la mer. Je sentais que nos derniers instants étaient arrivés. Le soldat Luzgardo Nieto fait aussi partie des premières personnes à avoir sauté. On a entendu le bruit caractéristique d'une traînée d'embrasement. Et 1 minute plus tard, le bateau a explosé, pile au niveau de la salle des machines. Les flammes sont devenues gigantesques et elles ont été suivies d'une explosion. La mer était en feu. On a entendu un deuxième boom. Le MT Vector venait lui aussi d'exploser. Les barils ont été propulsés en l'air et quand ils sont retombés dans la mer, les hydrocarbures qu'ils contenaient se sont répandus sur l'eau pour s'embraser à leur tour. Je me suis dit, c'est fini pour nous. La seule chose à faire était de s'efforcer de surnager. Chaque fois qu'on voyait des vagues de flammes nous arriver dessus, on plongeait le plus profondément possible. Des centaines de passagers réussissent à sauter par-dessus bord. Parmi eux, les 3 amis Almario Balanay, Generoso Batola et Maurice Apura. Ils assistent dans l'eau aux derniers instants du Doña Paz. Les eaux entourant les 2 bâtiments en feu sont recouvertes d'épaisses nappes d'hydrocarbures en flammes. Les victimes doivent plonger pour éviter d'être brûlées vives et nager afin d'échapper aux brasiers flottants. L'incendie était gigantesque. Les flammes s'étendaient sur près d'1 kilomètre. Et le vent soufflant, elles augmentaient d'intensité. Je m'efforçais de rester sous l'eau pour éviter les flammes. Dès que je ressentais la surface chaude, je m'éloignais pour trouver un peu d'eau tiède. J'ai enfin réussi à atteindre une zone où l'eau ne brûlait pas, et là je me suis mis à pleurer. Je pleurais en me demandant pourquoi. Moi, je voulais y aller en bus à Manille. Si seulement on avait pris le bus. Une chose m'a beaucoup ému. Je me suis retrouvé près du corps flottant d'un enfant. Pour moi, il avait dans les 3 ans. Son corps était brûlé. J'ai touché sa tête, mais ses yeux ne bougeaient pas. J'ai soulevé ses paupières 2 fois, mais il ne donnait aucun signe de vie. Alors je l'ai laissé dériver. Si vous saviez comme la détresse m'a submergé à ce moment-là. Pour les victimes qui ont sauté d'un navire en feu dans une mer en flammes, le cauchemar ne fait que commencer. Même sous l'eau, on sentait les bouffées de chaleur du feu à la surface. On avait l'impression que l'eau bouillait. J'ai même cru que j'allais imploser. Salvador, qui est un pêcheur et un plongeur expérimenté, regarde impuissant les cadavres flottant tout autour de lui. Il craint le pire pour sa fille, Aludia. Si ma fille était vivante, je l'aurais entendu crier.
J'ai pensé en finir. Je ne supportais plus de cuire dans cette eau. J'étais trop épuisée pour continuer à flotter et j'avais beaucoup de mal à respirer. J'ai essayé de rester immergée jusqu'à me noyer. Mais chaque fois, mon instinct de survie me poussait à remonter pour reprendre de l'air. J'avais le visage brûlé, mes mains aussi, ainsi que mes paupières et mes tempes. Soudain, Aloudia entend une voix familière. C'est Salvador, son père. J'ai reconnu la voix de mon père, alors j'ai crié « Papa !» Il a été bouleversé d'entendre ma voix. « Je suis là, Aloud. Où es-tu » J'ai répondu « Par ici !» « Où es-tu » Papa a été surpris de s'apercevoir que j'étais tout près de lui. Il m'a attrapée par la main, mais elle était brûlée. Toute ma peau avait pelé. C'était très douloureux. Je lui ai demandé de ne pas me toucher la main. En retrouvant sa fille bien-aimée dans ces eaux infernales, Salvador est envahi d'une bouffée de soulagement et d'une étrange sensation de paix. Une intuition très forte m'a traversé l'esprit de manière fulgurante. Je venais de retrouver ma fille et on pouvait maintenant mourir tous les deux en paix. Mais dans le même temps, je jurais de ne plus jamais la laisser seule. Il nage pendant plus d'1 heure, attendant infiniment des secours qui n'arrivent pas. Le vent et les courants se sont calmés, laissant entendre le crépitement du brasier qui vient de faire des centaines de victimes. J'entendais les gens hurler et pleurer, surtout quand le feu approchait d'eux. Puis les hurlements cessaient. Plus tard, on a entendu une sorte de gémissement, et puis ça a été le silence total. La mer est redevenue calme. Les jours suivants, l'horreur de cette tragédie prend toute son ampleur. On estime que près de 4000 passagers ont embarqué à bord du Doña Paz. Seuls 24 ont survécu pour témoigner. Et tandis que cessent les recherches pour retrouver les cadavres, les questions surgissent. C'est le pire désastre maritime survenu en temps de paix. La collision aux Philippines entre le ferryboat Doña Paz et un pétrolier. Mais les gardes-côtes philippins n'apprennent la catastrophe que plus de 8 heures plus tard. Et il leur faudra encore 8 heures pour lancer des opérations de recherche et de sauvetage. Par chance, le Don Claudio, qui croise dans les parages, apportera une première aide. À ce moment-là, les rares survivants ont déjà nagé plus d'1 heure. Salvador et Aloudia voient la lumière de loin. Un bateau est arrivé. J'ai dit à papa, il y a un bateau là-bas, je vois de la lumière. Papa m'a dit, lève le bras, qu'ils comprennent qu'il y a une femme. C'est ce que j'ai fait. Les autres m'ont suivi. Ils ont essayé de nous hisser à l'aide d'une corde, mais je leur ai dit qu'on était trop épuisés pour s'y accrocher. Alors ils ont jeté un filet et Aloudia et moi avons réussi à grimper.
C'est seulement à bord du Don Claudio que Salvador découvre les horribles brûlures de sa fille. Elle est atteinte au 3e degré, au visage et au bras. Aujourd'hui, son œil droit porte encore les séquelles des flammes. Les 3 amis, Almario Balanay, Generoso Batola et Maurice Apura, sont réunis à bord du Don Claudio. J'ai vu Maurice étendu sur une table. Son corps était recouvert de brûlures. Il était vivant et il respirait. Mais sa peau était brûlée comme du charbon. Quand ils m'ont hissé, ma peau a commencé à se détacher ici et là. C'est à ce moment-là que j'ai senti la douleur. Le docteur lui a dit qu'il était gravement brûlé et qu'il devait s'allonger. Je me suis occupé de lui pendant qu'il dormait. Ces brûlures sont apparues au fur et à mesure, avec certaines zones qui se sont mises à suinter. Sur les 4000 passagers susceptibles d'avoir embarqué sur le Doña Paz, seuls 24 ont survécu. Je suis le seul soldat à en avoir échappé. Tous les autres sont morts. Je pense qu'ils se sont noyés ou qu'ils ont été dévorés par les requins. Plusieurs jours après la catastrophe, les côtes de l'île voisine de Mindoro sont envahies de cadavres rejetés par la mer. Les villageois sont contraints de creuser des trous à même le sable pour les enterrer. Carbonisés et visqueux d'hydrocarbures, les corps sont pour la plupart mutilés et presque nus. De petits chalutiers rentrant au port trouvent également des cadavres dans leurs filets. Les villageois regardent horrifiés la succession de bateaux déposant les uns après les autres leur cargaison de morts. Accablés par la douleur et par la colère, les proches des victimes envahissent les bureaux de la compagnie maritime Sulpicho, propriétaire du Doña Paz. D'innombrables victimes manquent au manifeste du ferry. Les familles et les proches sont choqués de s'entendre déclarer par la compagnie Sulpicho que les passagers du ferry n'étaient pas en surnombre. Le nombre de passagers déclarés officiellement par les gardes-côtes, après vérification, est de 1493. Il est faux de prétendre que le navire était en surcharge. Pourtant, l'avocat de l'armateur du pétrolier MT Vector affirme que le poids excessif du Doña Paz a joué un rôle déterminant dans la tragédie. Imaginez que ce navire soit surchargé. Sa manœuvrabilité va devenir très difficile, parce qu'il sera dangereux de barrer rapidement, à gauche comme à droite. Pourquoi? Parce qu'il risque de chavirer d'un côté.
Et vous dites que cette surcharge a été cruciale dans l'accident? Bien sûr que ça a été capital, puisque le pétrolier ne pouvait pas deviner que le ferry était incapable de l'éviter. Tout le temps de son approche, il a pensé que le Doña Paz allait dévier sa route. Mais à cause de sa maniabilité rendue très difficile par son sureffectif, le capitaine n'a pas pu tourner comme il aurait fallu. Il y avait 1493 passagers à bord. Mais le nombre de gens sur le navire n'a rien à voir dans la collision qui a eu lieu. Les enquêteurs de la commission d'enquête de la marine découvrent bientôt que les éléments de preuve ne seront pas faciles à trouver. Tous les officiers qui étaient à bord du Doña Paz ont été tués dans la catastrophe. 2 membres d'équipage du MT Vector ont survécu, mais ils dormaient tous les deux quand la collision a eu lieu. Mais en se penchant sur le passé du pétrolier, les enquêteurs découvrent des éléments intéressants. Un ancien capitaine de ce bâtiment déclare aux autorités que son gouvernail était défectueux et difficile à manœuvrer, à tel point qu'il fallait les bras de 2 personnes pour réussir à le tourner. Avec une barre en mauvais état, le MT Vector aurait approché le Doña Paz en zigzagant comme un serpent d'eau. Cette approche sinueuse a pu être source de confusion, en particulier la nuit, quand les navires utilisent des lampes de différentes couleurs pour signaler leur position aux bâtiments qu'ils croisent. Ainsi, quand le Vector utilise une lumière verte, il indique qu'il va passer du côté droit du Doña Paz. Inversement, un éclairage rouge signale qu'il a prévu de passer à sa gauche. Un signal blanc informe que le navire met le cap droit devant. Comme le Vector barrait en zigzag, le Doña Paz a vu successivement ses lumières rouges et blanches, puis vertes et blanches, et enfin à nouveau rouge et blanche, semant le doute dans l'esprit de l'officier de quart à bord du ferry. Mais les enquêteurs découvrent d'autres problèmes troublants. Le pétrolier était en sous-effectif et ses officiers et son équipage sous-qualifiés. Le capitaine du pétrolier avait son permis pour œuvrer uniquement en tant que second. Le chef mécanicien n'avait aucun permis et il n'y avait aucune vigie qualifiée sur le pont. Les enquêteurs demandent logiquement comment le Vector a pu être autorisé à naviguer dans de telles conditions. Ils s'aperçoivent bientôt qu'il croisait sans certificat d'inspection, ni brevet de navigation côtière, 2 documents obligatoires aux Philippines pour déclarer un navire en état de naviguer. Les preuves sont accablantes pour le Vector. Mais une donnée essentielle intrigue les enquêteurs. Même si le Vector a approché en zigzagant, pourquoi le Doña Paz n'a-t-il pas simplement cherché à l'éviter? Les règles internationales de la navigation maritime stipulent que si 2 bâtiments risquent de se télescoper, chacun doit se déporter d'urgence à tribord, c'est-à-dire à droite. Comment se fait-il que le Vector et le Doña Paz soient arrivés si proches l'un de l'autre? Commodore Benjamin Mata était capitaine avant de devenir spécialiste de sécurité maritime. C'est comme une tortue qui rentrerait de plein fouet dans le ventre d'un marsouin.
La façon dont ça a pu se produire me déconcerte complètement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Doña Paz n'a pas utilisé la procédure d'évitement pour se détourner de son cap. D'autant plus que les deux navires avançaient lentement. Le Doña Paz à 26 km/h et le Vector à seulement 8 km/h. Ils étaient d'autre part entourés d'un très vaste espace maritime, leur permettant d'éviter tout risque de collision. Est-il donc possible que personne ne surveillait les parages à ce moment-là? Il est possible que l'officier de quart à bord du pétrolier se soit endormi. On peut imaginer qu'au même moment, l'officier chargé de la vigie sur le Doña Paz se soit lui aussi endormi. Sinon, pour quelle raison aurait-il laissé le ferry approcher aussi près du Vector? Surtout quand vous disposez d'autant d'espace des deux côtés pour manœuvrer et pour éviter la route d'un pétrolier qui affiche un ensemble de codes lumineux qui changent toutes les 5 minutes. Tous les officiers et l'équipage du Doña Paz ont péri dans la catastrophe. Et l'on ne saura probablement jamais toute la vérité. Les spécialistes se sont également demandé pourquoi les deux navires ne sont pas entrés en liaison radio quelques instants avant la collision. Pourtant, c'est une exigence internationale que tous les navires soient équipés d'une radio VHF. Dans les situations où deux bâtiments sont en vue l'un de l'autre, ils doivent utiliser leur radio pour communiquer et demander à l'autre quelles sont ses intentions. Et la logique veut que ce soit fait longtemps avant que n'apparaisse un risque de collision. L'enquête révélera que la licence radio du Vector avait expiré et que celle du Doña Paz était un faux. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, l'enquête, pourtant officielle, écarte ce qui aurait pu être l'aspect le plus retentissant de la tragédie. La très vraisemblable surcharge du ferry, avec près de 4000 passagers à bord. La commission d'enquête de la marine rejettera les témoignages oculaires, sur le seul principe que les yeux des témoins ne seraient pas assez qualifiés pour dénombrer les personnes montant à bord et qu'ils se seraient basés sur une simple estimation. Les enquêteurs ont pris au mot les consignes formelles de la commission d'enquête des gardes-côtes, lesquels ont insisté jusqu'au dernier instant pour dire qu'ils ont bien mené un comptage approprié. Les proches sont outrés d'apprendre que la compagnie Sulpicio ne sera pas tenue responsable de la probable surcharge du Doña Paz. La décision du jury soulèvera des vagues de protestation de la part des proches des victimes qui n'apparaissaient pas sur le manifeste du ferry. Chaque famille d'une victime identifiée recevra à titre de compensation de Sulpicio la somme de $400, soit 295 €. Les proches des victimes non recensées sur le manifeste n'auront droit à rien. José Sisson, l'avocat du Vector, pointe alors du doigt un possible conflit d'intérêts dans l'enquête officielle. La commission d'enquête de la marine, appelée aussi BMI, est sous la coupe des gardes-côtes philippins, lesquels sont, comme par hasard, l'institution chargée de veiller au respect de la capacité maximale des ferries. Je pense que BMI ne peut pas conclure autrement. Cette commission d'enquête est bien sous le contrôle des gardes-côtes philippins, n'est-ce pas? Donc le seul moyen qu'on a trouvé pour disculper les gardes-côtes philippins a consisté à innocenter Sulpicio. Pourquoi? Parce que découvrir toutes ces violations de la loi commises par Sulpicio, c'était admettre qu'elles ont été permises par les gardes-côtes. Pourtant, d'après la commission d'enquête de la marine des Philippines, même si le Doña Paz était en surcharge, ce scénario n'a rien à voir avec la réalité de la collision.
Nous avons déclaré dès le début que cette tragédie n'est pas due à la surcharge du ferry. Soyons clairs, ce drame est survenu à cause de la collision qui a eu lieu. Toute la question est de savoir qui est responsable de cette collision. Après, on pourra étudier les questions secondaires, comme l'éventuel sureffectif des passagers. Les enquêteurs rejettent finalement la responsabilité du drame sur le MT Vector. Mais une question cruciale subsiste. Pourquoi le capitaine et l'équipage du Doña Paz n'ont-ils pas tenté d'esquiver le pétrolier? Des allégations percutantes émaneront un peu plus tard de la part des survivants. Vous dites qu'il faisait la fête. Ils faisaient la fête, mais ce n'étaient pas des passagers. Vous voulez parler des passagers de première classe? Bien sûr que non. Je parle de l'équipage du ferry. La collision aux Philippines entre le ferryboat Doña Paz et un pétrolier est la plus grande catastrophe maritime survenue en temps de paix. Seules 24 personnes en ont réchappé. Et le monde se tourne à présent vers elles pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais chacun de ces survivants apporte une version plus troublante que la précédente. Des témoins affirment aux enquêteurs qu'une fête avait lieu à bord du Doña Paz quelques minutes avant le drame. J'ai entendu de la musique et des rires. Je crois que ça dansait là-haut. Ils s'amusaient. C'est ce que j'ai remarqué. Mais qui s'amusait? Ils faisaient la fête, mais ce n'étaient pas des passagers. Je vous assure que je n'ai pas rêvé. Vous voulez parler des passagers de première classe? Je parle de l'équipage du ferry. Luzgardo Niedo se souvient qu'un de ses compatriotes militaires lui avait raconté avoir vu une fête se tenir sur le pont. Chose dérangeante, le capitaine y participait. Ce soldat m'a dit qu'il avait fait tout le tour du bateau et il m'a parlé de la fête qui se tenait en haut sur le pont. Il m'a demandé comme ça, « Tu sais que le capitaine fait la fête là-haut » J'ai pensé qu'il parlait d'un capitaine de l'armée. Mais il était formel. Non, le capitaine du ferry est en train de faire la nouba. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter outre mesure, qu'un officier de quart était certainement au poste de commandement. Mais quelques minutes plus tard, boum. Là, j'ai compris que ce soldat avait sans doute dit vrai. Qui barrait le navire quand l'accident a eu lieu? Était-ce un officier qualifié? D'après quelques survivants, il est possible qu'un simple apprenti ait tenu le gouvernail. On ne saura peut-être jamais la vérité. Dans les années qui ont suivi la tragédie du Doña Paz, les Philippines seront malheureusement tourmentées par d'autres drames maritimes. En 1988, près d'un an après la catastrophe, le Doña Marilyn, un modèle identique au Doña Paz, sombre corps et biens au large de la province centrale de Leyte, en faisant 300 victimes. Est-il donc possible qu'aucune leçon n'ait été tirée du désastre? Plus de 21 ans après ce jour fatal de décembre, les survivants ont encore en mémoire les images de l'horreur qu'ils ont vécues. Nag-land travel kami. Sumakay din, kailangan madali lang.
Aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide de voyager par la terre ou par les airs. Si on me demande si je reprendrai un ferry entre Manille et Leyte, non, pour moi c'est terminé. Je ne monterai plus jamais à bord. J'ai peur d'embarquer à nouveau dans un bateau, parce que s'il coule, je n'aurai peut-être plus la chance que j'ai eue. Je prends l'avion, c'est plus rapide. Je ne veux plus voyager par bateau, c'est fini. Même si le billet est gratuit. En vivant cette catastrophe, j'ai prié Dieu pour qu'il me permette de vivre, parce que ma famille a besoin de moi. Elle dépend de moi, et j'ai promis de la servir jusqu'à mon dernier souffle. Les miens sont la raison pour laquelle j'ai continué de lutter contre la mort cette nuit-là.